Je pense que je ferai moins. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie donc d'être là, d'être venus en dépit de la météo, je vais dire. Je remercie donc, c'est toujours avec un grand plaisir que je reviens ici, animer donc avec mes collègues et amis ces séminaires de méthodologie. Je remercie encore une fois Karim donc de son invitation, je remercie de sa confiance. Je suis très contente aujourd'hui et particulièrement aujourd'hui de partager le plateau scientifique, on va dire, avec mon ami et collègue Dihia. Donc la rencontre est féminine, je crois, jusque-là. Et donc j'en suis contente. Donc je vais à peu près redire ce qu'a dit Dihia, mais ça ne va pas m'empêcher donc de faire ma communication, mais je vais faire une sorte de synthèse. Voilà, je vais faire une synthèse, je vais revenir sur de nombreux points abordés donc par Dihia dans sa présentation, mais on va essayer donc de voir ça peut-être du point de vue des sciences du langage et du point de vue de la sociolinguistique, mais aussi des autres disciplines, parce que nous sommes de toutes les façons en sciences humaines et sociales, et c'est à peu près les mêmes, ce sont les mêmes démarches, et ces parties qui sont importantes dans un projet scientifique, dans un travail scientifique, que sont la présentation des résultats, la discussion et l'interprétation et la discussion des résultats. Ce sont des étapes que l'on retrouve dans tous les travaux scientifiques, quel que soit le type de travaux, quelle que soit la nature de ces travaux, quelle que soit la discipline. On fait un travail scientifique pour vérifier des informations, pour vérifier des hypothèses, mais aussi pour, par la suite, partager les résultats, les fruits, comme a dit Dihia, les fruits de son travail, de son labeur, les résultats de sa recherche avec la communauté scientifique. Donc c'est très important de savoir présenter ces résultats pour les partager d'une façon claire, d'une façon recevable, on va dire, par les pairs, par la communauté scientifique. Et voilà. Donc je parlerai de la présentation des résultats de la recherche doctorale, parce que comme ça a été dit aussi par Dihia, il y a différents travaux de recherche, et dans ces différents travaux de recherche, on peut communiquer des résultats. Ça peut être un article scientifique, ça peut être une communication, ça peut être un article, donc une communication, ça peut être un projet de recherche, etc. Et il y a donc différentes façons de présenter les résultats. Aujourd'hui, on va insister plus sur la recherche doctorale et sur la présentation dans le cadre d'une recherche doctorale, c'est-à-dire dans le cadre d'une thèse de doctorat. Alors, on parlera par la suite de l'interprétation des résultats de la recherche et du rôle important des réflexions théoriques que l'on va intégrer dans l'interprétation des résultats de recherche. Et là aussi, on va parler de la préparation et de la rédaction. Donc, il faut toujours aussi avoir en tête l'idée qu'il y a un travail en amont qui se fait et un travail en aval. C'est-à-dire qu'il y a un travail aussi qui se fait avant la rédaction, c'est la conception des résultats de recherche, c'est la conception des différentes parties de la thèse et ensuite leur rédaction. Alors, je parlerai en dernier lieu donc de la discussion des résultats de recherche. Hier, on a parlé avec beaucoup de détails, mais je vais le faire de façon assez synthétique, qui est la mise en lien, donc la discussion des résultats de la recherche, qui est une mise en lien donc des résultats obtenus avec des résultats antérieurs faits par le même chercheur, mais des résultats aussi faits par d'autres chercheurs avant nous ou en même temps que nous également. Alors, concernant la première partie, la présentation des résultats de la recherche doctorale, alors je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure au début, un des objectifs donc majeurs, un des principaux objectifs de la réalisation d'un projet scientifique, quel qu'il soit, c'est de communiquer à la communauté scientifique, aux pairs, les résultats de la recherche pour apporter une contribution à l'état, à l'avancement de l'état des connaissances dans un domaine donné. Ça a été dit tout à l'heure aussi, vous devenez spécialiste de votre
objet de recherche. On ne va pas dire de votre domaine, mais de votre objet de recherche, sur le sujet sur lequel vous travaillez. Si vous passez 5 ans, 7 ans, 6 ans ou même 4 ans à travailler sur un objet de recherche, sur un sujet donné, dans un contexte déterminé, vous devenez spécialiste. Vous en savez plus que quiconque sur votre sujet de doctorat. Plus que le jury, plus que votre encadrant, plus que ceux qui vous lisent, parce que vous devenez spécialiste, parce qu'à force de fréquenter le terrain, à force de lecture aussi sur le sujet, vous devenez un spécialiste de votre sujet, d'où la confiance que vous devez aussi, que vous allez gagner, que vous allez avoir en vous. Cette confiance, vous l'aurez par cette fréquentation donc assidue du terrain. Alors, la thèse de doctorat, il faut le savoir aussi, c'est un moyen de transmission et de diffusion du savoir et des résultats de recherche. Donc, une thèse de doctorat, donc il y a plusieurs parties. Il y a une partie où vous théorisez, vous problématisez. Il y a une partie où vous menez le travail sur le terrain ou à partir d'un corpus, une analyse des données. Et puis, il y a une partie où vous analysez ces données, où vous les présentez, où vous les interprétez, où vous les discutez. Donc, toutes ces parties sont des parties importantes et à chaque fois, on vous le dit. À chaque fois qu'il s'agit d'un point de méthodologie, on vous dit ça c'est important, etc. Mais il est vrai que toutes les parties sont importantes et chaque partie a son importance. D'accord? Et cette partie discussion, elle a aussi présentation et discussion des résultats, elle a son importance dans la mesure où c'est la partie où vous transmettez, on va dire, la quintessence de votre recherche, de votre travail. C'est un concentré, si vous voulez, de votre recherche, de votre réflexion sur le sujet et un concentré de ce que vous avez recueilli comme données que vous avez analysées sur le sujet. Alors, la thèse de doctorat comporte donc plusieurs parties et elle comporte cette partie centrale qui est la discussion, cette partie centrale et importante qui est la présentation des résultats qui consiste en un compte rendu. C'est un compte rendu analytique, critique, réflexif où vous allez synthétiser ces résultats obtenus. Alors, c'est une partie, il faut le savoir, qui intervient après la partie empirique, après l'enquête sur le terrain et après l'analyse des résultats. D'accord? Donc, la présentation des résultats, c'est leur interprétation et leur discussion, c'est un regard critique que vous allez apporter sur des données déjà analysées. D'accord? Alors, il s'agit donc de transformer les données analysées en résultats de recherche. Et cela passe, comme on l'a dit ce matin, on est toujours dans la matinée, mais comme on l'a dit tout à l'heure, cela passe par l'écriture scientifique. Et c'est très important, le travail d'écriture, le travail de formulation, de reformulation, le style scientifique qu'on doit adopter aussi, il est très important dans cette transformation et c'est un peu l'énonciation, si vous voulez. Il faudrait que votre lecteur comprenne que vous êtes en train de réfléchir, de présenter, de réfléchir, de mettre en exergue les résultats, de mettre en valeur, en évidence les résultats, et ça passe par des formules, ça passe par des phrases, ça passe par une énonciation spécifique. On va voir on a vu quelques formules tout à l'heure, et on va voir peut-être une ou deux, trois autres formules aussi qui vont vous aider à faire comprendre au lecteur que vous êtes en train de lui expliquer vos résultats. Alors, donc ça passe par une écriture scientifique, et là je vous conseille un ouvrage très important, donc très intéressant de Mukieli et de Payet qui s'intitule L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales, où il détaille cette question de l'écriture scientifique, de l'écriture analytique. Donc c'est un ouvrage très très important qu'il faudrait lire, et il vous explique comment organiser les données, comment ordonner les données, comment les présenter, comment les expliciter, en quoi consiste le travail d'écriture scientifique, en quoi consistent
l'écriture analytique, l'écriture réflexive, etc. Donc je vous le recommande vivement, la lecture de cet ouvrage. Alors, dans la phase analyse, mais j'en passe rapidement, donc c'est juste pour vous dire qu'il y a une phase analyse, ensuite phase présentation des résultats donc issus de l'analyse. Donc vous pouvez présenter vos résultats sous plusieurs formes. Alors dans une recherche qualitative où on analyse des données complexes, où on analyse des phénomènes complexes, donc il faudrait recourir donc à une synthèse qui va reprendre ce qu'on appelle les verbatims, c'est-à-dire les quelques phrases ou les phrases pertinentes, importantes, issues, donc extraites des entretiens, des enregistrements ou des questionnaires, d'accord? Donc là, vous faites une synthèse et vous allez donc présenter ces verbatims, ces citations, si vous voulez, extraites de vos, je ne dirais pas de vos enquêtés, Karim n'aime pas le terme, donc je vais parler aujourd'hui de participants à la recherche. Ça te va? Très bien. Les partenaires de recherche ou les participants à la recherche, voilà, donc on va extraire quelques les données donc formulées ou les réponses, on va dire, fournies par les partenaires de recherche, et on va les expliciter, on va les soumettre à une analyse, et dans l'analyse, donc il y a l'étape commentaire des données, et ensuite il y a l'étape analyse à l'aide de concepts, en convoquant des concepts et en convoquant de la théorisation, peut-être des citations, etc. C'est là aussi on convoque des travaux faits par d'autres théoriciens, notamment sur le sujet. Et dans une recherche quantitative, où on n'a pas ces données donc, complexes, où on a des données chiffrées, quantifiables, on recourt à une présentation ou une représentation des résultats sous forme donc, de graphèmes, sous forme de diagrammes, de tableaux statistiques, etc. Alors, maintenant, comment se présente le compte rendu des résultats de recherche? Donc, dans cette partie qui précède la conclusion, qui n'est pas la conclusion, qui précède la conclusion, où on fait un compte rendu des résultats après avoir analysé les données. Donc, c'est quoi un compte rendu? C'est un résumé où on va rappeler le cadre de la recherche, où on va rappeler le contexte de la recherche, où on va rappeler les objectifs de la recherche, mais les objectifs de l'enquête. On a dit aussi, peut-être lors du dernier séminaire, qu'il y a deux sortes d'objectifs, des objectifs de la recherche doctorale de manière générale, de la thèse, et il y a des objectifs de l'enquête, propres à l'enquête de terrain. Donc on rappelle, et comme les analyses sont, comme les données sont issues de l'enquête, donc on va s'attarder et ne pas omettre surtout les objectifs de l'enquête. Et donc on va rappeler ces objectifs, les raisons de l'enquête, pourquoi on a mené cette enquête, donc dans quel objectif. On rappelle la question centrale et on rappelle les questions de recherche ou ce qu'on appelle les hypothèses, traditionnellement. D'accord? Alors, on rappelle aussi la démarche méthodologique, donc comment on a procédé, la démarche pour recueillir ces données. On rappelle brièvement le travail sur le terrain, le recueil des données, le profil des participants, donc les points les plus importants de l'enquête. On va faire aussi un retour sur les points les plus importants par rapport à l'étude. Alors, les résultats, ce sont les objectifs qu'on a pu atteindre, les données qu'on a pu vérifier, peut-être infirmer, confirmer, mais on est plus dans une démarche qualitative, compréhensive, donc on n'est pas dans, on n'infirme pas, on confirme pas une hypothèse comme cela se fait dans les études expérimentales, mais on est plus dans une démarche qualitative de compréhension, d'explication des phénomènes. Donc, on vérifie des hypothèses ou des questions de recherche, on essaie de les comprendre, mais aussi quand on arrive à des limites, d'élargir les perspectives, etc. On va le voir vers la fin. Alors, on va aussi observer et relever l'émergence de nouvelles données, de nouvelles idées, de nouveaux phénomènes, d'accord, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la recherche. Et on va aussi, dans ce compte rendu, comparer ses propres résultats avec des résultats peut-être obtenus dans des travaux antérieurs que nous avons déjà nous-mêmes menés, peut-être dans le cadre d'un magistère ou d'un master,
Et aussi, on va comparer les résultats avec des résultats obtenus par d'autres chercheurs, peut-être dans d'autres contextes ou dans des contextes proches du nôtre. D'accord? Donc, c'est un travail qui se fait avec aussi beaucoup d'intelligence, mais avec une écriture intelligente, avec une certaine, donc, une manière de présenter les choses, une manière intelligente, une manière qui va vous permettre de mettre en valeur votre travail, de mettre en valeur vos données, parce que du moment où vous les comparez à d'autres, vous êtes en train de les distinguer des résultats déjà obtenus, de les différencier des résultats déjà obtenus, de montrer peut-être leur originalité par rapport à ce qui a déjà été obtenu comme résultat, leur différence par rapport à ce qui a déjà été obtenu dans vos travaux, dans d'autres travaux. Et donc, il faut savoir aussi, avec cette confiance qu'on a aussi, voilà, qu'on a pu acquérir, on va essayer de montrer la valeur et l'importance et la pertinence des données que nous avons obtenues, même s'il peut y avoir des réserves, même s'il y a des limites, même s'il y a des insuffisances que nous allons anticiper, voilà, pour que avant que le jury ne vous fasse ces remarques. Alors, donc ça peut être des travaux antérieurs, donc issus d'autres travaux, des travaux anciens, des travaux récents, des travaux réalisés dans d'autres contextes, etc. Donc aussi la lecture théorique que vous avez réalisée auparavant vous permet aussi de connaître les travaux, d'avoir une connaissance des travaux réalisés, d'avoir connaissance des résultats déjà obtenus, et vous allez vous inscrire donc en comparaison, on va dire, avec ces résultats obtenus. Alors, il faut souligner l'intérêt des résultats obtenus, c'est très important. Donc, il faut mettre aussi il faut trouver les formules, il faut trouver la formulation pour mettre en exergue, en évidence ces résultats, pour montrer leur intérêt, pour montrer leur originalité et pour montrer aussi leur caractère scientifique, la scientificité des résultats obtenus. Alors, dans cette première phase de présentation des résultats, on va présenter les résultats sans les interpréter, sans les discuter. On est dans une première phase de présentation, de compte rendu, assez, on va dire, objectif, assez synthétique des résultats. Alors, comme ça a été dit aussi, les résultats doivent être présentés par ordre d'importance, donc des plus importants aux peut-être moins importants, d'accord, des plus significatifs au moins significatifs peut-être, d'accord, et peut-être laisser les limites pour la fin, pour les compenser tout de suite après, donc il ne faut pas l'oublier, donc ne pas rester sur la critique, sur les limites, sur les réserves, mais toujours compenser par peut-être des perspectives nouvelles ou par l'explication, la justification des lacunes. Alors, les éléments originaux, inédits, significatifs, récurrents doivent être mis en évidence. Donc, ce sont des éléments qui, au fur et à mesure donc, de votre travail d'analyse, vont émerger. C'est des éléments inédits peut-être, si vous avez de la chance, significatifs, récurrents, les plus saillants, ils doivent être mis en exergue. Alors, il faut établir dans un compte rendu ou dans une synthèse, de toutes les façons, c'est le principe de la synthèse et du compte rendu, il faut établir des connexions entre les éléments obtenus, entre les résultats obtenus, entre les données obtenues. Montrer aussi à travers un raisonnement argumenté, on a parlé de paragraphe argumenté tout à l'heure, en quoi les résultats vous ont permis de vérifier et d'enrichir vos questions de recherche. Parce que parfois, le travail, on n'est pas aussi dans les méthodes expérimentales, on ne fait pas que infirmer, confirmer, on vérifie, et le travail sur le terrain, on l'a dit aussi la dernière fois, on est dans un va-et-vient entre terrain et théorie, et donc le fait de fréquenter le terrain va nous permettre aussi d'enrichir nos questions de recherche. On peut le faire et on peut enrichir les questions de recherche et les ajouter en même temps
avant qu'on ne termine la thèse, mais parfois, vers la fin de la réalisation de la thèse, on découvre des éléments importants, des éléments intéressants, et cela nous permet aussi de les intégrer dans les perspectives de recherche, mais ça peut être, ils peuvent constituer de futures, on va dire, pistes de recherche, de futures questions de recherche pour d'autres travaux, pour des articles par exemple, ou pour des communications. Alors, il faut aussi mettre en évidence le lien de cohérence entre les questions de recherche, les questions de départ et les résultats obtenus dans la partie empirique. Voilà ce que j'ai exprimé formulé comme question de recherche à partir de mes lectures, surtout théoriques, à partir de ma connaissance du terrain, etc. Et voici les résultats auxquels je suis parvenue vers la fin. Donc c'est important aussi de mettre en lien, de mettre en corrélation ces questions de départ, ces questions de recherche qui vous habitent, qui sont là, avec les résultats obtenus, parce que ça montre aussi tout le processus de recherche que vous avez mené et toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, mais tout le labeur, tout le stress, etc., et tout le temps que vous avez passé à essayer de vérifier, à confirmer vos questions de recherche. Voilà. Alors, la présentation des résultats, quel style rapidement? Alors, il faut privilégier les phrases déclaratives, les phrases informatives, utiliser les connecteurs logiques, les marqueurs de transition entre les paragraphes, des formules comme « eu égard aux résultats obtenus », ainsi que le montrent les résultats, mais on a cité plusieurs tout à l'heure. Et éviter aussi le recours excessif au tableau. Ça, je le dis parce que nous avons eu à examiner plusieurs thèses de doctorat et en sociolinguistique, en sciences du langage. Et on a vu que parfois, c'est rare, mais les doctorants tombent aussi dans ce travers, c'est-à-dire ils font beaucoup de tableaux en pensant que ça facilite, mais que ça donne un caractère scientifique à la recherche, alors que non. D'accord? Donc, par exemple, quand on a, je ne sais pas, 5, 6 participants à la recherche ou, comment on appelle ça? Partenaires, voilà, on n'est pas obligé de faire donc des pourcentages ou de recourir. Quand on a 7 personnes, voilà, le pourcentage n'est pas significatif ici et n'est pas intéressant. Donc, évitez le recours excessif au tableau. Alors, pour ce qui est d'interprétation des résultats de la recherche, donc ce que j'appelle la synthèse, c'est pas moi, c'est Blanchet appelle la synthèse interprétative critique, je l'ai ajouté. Alors, l'interprétation, c'est un peu une phase en plus donc, dans le processus de présentation des résultats, où c'est la phase un peu plus poussée, et la discussion, elle est encore plus poussée que l'interprétation. D'accord? Alors, dans l'interprétation des résultats, ça revient à s'interroger sur la signification des résultats. D'accord? Sur la signification des résultats. Qu'est-ce que ces résultats signifient? Qu'est-ce que ces données signifient? Et donc, on est dans l'interprétation. On va donner du sens. On va révéler le sens des données. On va révéler le sens des résultats. Il ne faut pas l'oublier, les résultats, c'est des données que l'on va transformer en résultats. Donc, on va énoncer comme résultats. Et ces résultats ont un sens. Donc, il faut révéler ce sens au lecteur, à vos partenaires de recherche, d'accord? Et ce sens, il faut le restituer par l'écriture à votre public, à vos lecteurs. Alors, l'interprétation se fait, et c'est très important, durant le processus de recherche, pour soi d'abord, puis par les autres. C'est-à-dire, au moment où vous commencez le dépouillement de votre corpus, de vos données, des résultats de vos enquêtes, de vos entretiens, de vos enregistrements, etc. À ce moment-là, vous commencez à dégager donc les données, à organiser les données, à classer les données, mais en même temps que vous découvrez, donc c'est les premiers étonnements si vous voulez, c'est les premiers émerveillements, voilà, quand on découvre les données riches de son enquête de terrain, au moment où vous faites ces belles découvertes, là vous avez des réflexions, vous avez des interrogations, vous avez des réflexions, vous avez des remarques. Vous réfléchissez, vous dites pourquoi j'ai obtenu ça, ça c'est intéressant, en quoi ça c'est intéressant.
que veut dire mon enquêté quand il me dit, ou mon enquêté, mon partenaire quand il me dit ceci et cela, etc. Et donc à ce moment-là, je produis une réflexion sur les données, et cette réflexion, c'est de l'interprétation. On essaie de donner du sens, mais un sens dans le cadre scientifique, dans le cadre de notre approche théorique, un sens dans le cadre de notre formation intellectuelle. Il ne s'agit pas de donner du sens commun, mais de donner un sens scientifique, une interprétation scientifique objective en fonction de notre connaissance ou de nos connaissances, de notre domaine de recherche. Donc on va interpréter scientifiquement, si vous voulez, ou le plus scientifiquement possible, parce qu'il y a une part de subjectivité quand même qui est là, mais qu'il faut savoir aussi canaliser, mais on va essayer d'interpréter le plus scientifiquement possible nos données. Donc cela se fait au fur et à mesure que l'on va dépouiller le corpus, analyser le corpus, et tout cela, il faut le noter à ce moment-là. Le noter pour l'écrire par la suite, ou le rédiger par la suite dans cette synthèse d'interprétation. Donc, il faut prendre des notes, notées sur un carnet, sur un carnet de bord ou un carnet de progression, on peut l'appeler ça aussi comme ça, où on va noter toutes ces réflexions que l'on va par la suite rédiger dans cette partie de synthèse. Donc il y a deux phases, mais de toutes les façons, pour toutes les étapes de la thèse, et pour la thèse elle-même, il y a deux étapes, une étape de conception et une étape de rédaction, de réalisation de la thèse. Alors, voilà, donc c'est ce que j'ai dit, le processus interprétatif se fait au fur et à mesure que l'on observe, on recueille et on analyse les données. Donc c'est des moments où des sens possibles vont émerger et il faut les noter. Il faut aussi, c'est très important, se prendre de la distance, se décentrer par rapport à son objet d'étude et par rapport à son ancrage socio-culturel. Donc il faut faire attention à ne pas succomber à son ancrage socio-culturel, à l'arrière-plan idéologique, voilà, à la subjectivité, au sens commun, voilà, parce que le processus d'interprétation, quand on procède à l'interprétation, on est dans un rapport, comme en psychanalyse d'ailleurs, un rapport impliqué, compliqué avec son objet, avec son terrain, etc. Donc il faut aussi faire la part des choses. Et voilà, donc voilà, il faut éviter tout ce qui peut induire la subjectivité, c'est ce qu'on appelle aussi les biais subjectifs dans la recherche en sciences humaines et sociales. Alors, voilà, donc tout au long donc, de la découverte, on va dire, du corpus, il faudrait écrire des commentaires, noter des remarques, des réflexions, des interprétations possibles, sur lesquelles il faut revenir par la suite aussi, des questions, des réserves, des interrogations, des points de comparaison. Si, voilà, on se rappelle des résultats d'un travail, donc on les note, d'accord, parce qu'on peut l'oublier par la suite, donc il faut toujours noter ces réflexions qui émergent au fur et à mesure de notre confrontation avec les données, d'accord. Alors, il faut tenir compte, notamment dans les méthodes empirico-inductives, compréhensives, qualitatives, etc., des significations que les participants à la recherche attribuent eux-mêmes au phénomène. Donc on est dans une démarche compréhensive. Donc les résultats, les données, ce que vous disent les participants ou les partenaires de recherche, il y a du sens aussi dans ce qu'ils vous disent, et ce sens, il faut aussi l'interpréter. Donc on va interpréter le sens qui est véhiculé ou qui est produit par les partenaires de recherche, mais il y a aussi le sens que vous donnez au sens produit par votre partenaire de recherche, sans toutefois le juger, sans toutefois le stigmatiser ou voilà. Donc sans porter de jugement sur le sens donné par votre partenaire de recherche. Alors, je cite ici Philippe Blanchet, et donc je vous aussi invite à lire cette partie où il parle de la synthèse interprétative, où il explique que l'interprétation des phénomènes observés doit se faire dans leur fonctionnement complexe en contexte. Donc la contextualisation, elle est très importante. Donc quand on recueille des données dans un contexte, il faut tenir compte de tout ce qui constitue le contexte de l'enquête, le contexte du recueil des données, c'est-à-dire tous les éléments
historique, socioculturel, politique du moment, les circonstances, la situation de l'enquête, les circonstances de l'enquête, les participants à l'enquête, etc. D'accord? Donc les biais méthodologiques aussi peuvent aussi avoir expliqué certaines données. Alors il faut tenir compte aussi des éléments contextuels, donc voilà, je l'ai dit. Edgar Morin évoque une dialogique récursive. C'est quoi une dialogique récursive? C'est un processus complémentaire de compréhension-explication. Donc on va essayer de comprendre et d'expliquer. Comprendre les phénomènes et expliquer les phénomènes observés. Alors concernant la discussion des résultats de la recherche, c'est le dernier point. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la discussion, elle peut être considérée comme une interprétation plus approfondie, plus poussée de l'interprétation. Donc là, il faut montrer, on passe à la partie la plus importante, qui est de mettre en valeur, de mettre en évidence les résultats, de mettre en exergue les résultats obtenus, de montrer l'intérêt scientifique de vos résultats, d'accord ? L'originalité de vos résultats. Il ne s'agit pas de le dire pour le dire, mais il s'agit vraiment de pouvoir le justifier, de montrer en quoi ces résultats sont importants et justifier l'importance de vos résultats. D'accord? Il ne s'agit pas de dire, voilà, j'ai obtenu des résultats originaux et on s'arrête. D'accord? En quoi ce résultat est original? En quoi ce résultat a un intérêt pour faire avancer l'état de la connaissance sur un sujet donné, en quoi il est original, etc. D'accord? Alors, bien délimiter les résultats importants sous forme de paragraphes structurés, on l'a dit tout à l'heure, de paragraphes cohérents. Donc, si vous avez un résultat important, inédit, avec un peu de chance, là, il faut consacrer carrément un paragraphe à la présentation de ce résultat et donc l'argumenter, bien structurer le paragraphe, etc. Donc, il faut souligner l'originalité des résultats parce que de toutes les façons, il y aura une part d'originalité parce que votre contexte, votre public n'est jamais le même, n'a jamais été sollicité dans les mêmes conditions pour répondre aux questions d'un enquêteur. Donc, de toutes les façons, il y a toujours une part d'inédit, une part d'originalité dans votre travail. Il faut savoir la circonscrire, la relever et la mettre en valeur. D'accord? Donc, c'est à vous de trouver cet aspect original. Parfois, c'est votre encadrant qui vous le dit, qui vous le révèle. D'accord? Je cite toujours l'exemple de notre amie étudiante Hamida Hajar, voilà, qui a travaillé et qui a trouvé quelque chose d'intéressant dans les graffitis. Et je pense que c'est Karim qui lui a dit que c'était original parce que, ayant travaillé sur plusieurs terrains et on fait beaucoup plus de lectures, voilà, donc il lui a dit que ce qu'elle a trouvé, c'était quelque chose d'original. Parfois, c'est aussi les autres qui vous le disent. Mais n'attendez pas aussi que le jury vous le dise, d'accord? Il faut essayer de trouver déceler, voilà, la part de l'original aussi dans vos données. Alors, il faut expliquer aussi en quoi vos résultats diffèrent des résultats déjà obtenus ou des recherches antérieures. Il faut aussi mettre en lien donc, les résultats dans des perspectives larges de comparaison et de prospection, de comparaison avec d'autres résultats. Assumer aussi les points faibles de son travail, les limites de son travail, mais tout de suite aussi pour compenser, parce que parfois, s'il y a des questions de recherche auxquelles on n'a pas répondu, elles peuvent constituer des points pour de nouveaux départs vers la fin. Donc ça peut être transformé en des perspectives de recherche parce qu'il y a des limites de temps, il y a des limites d'espace, mais il y a aussi parfois des contraintes sur le terrain qui ont fait que nous n'avons pas pu vérifier tel ou tel élément. Et donc ça aussi, il faut le dire. Et il faut aussi présenter ça comme des perspectives d'élargissement de votre recherche, des perspectives d'élargissement de votre recherche donc autour du même sujet. Et il faut aussi souligner donc les limites théoriques, parce que parfois on a, voilà, peut-être en littérature, on a opté pour telle ou telle approche, mais telle autre approche aurait pu aussi donc apporter un plus à l'analyse de nos données, mais vu le temps imparti, donc qui nous est imparti, vu l'espace qui nous est imparti,
nous ne pouvons pas, donc nous n'avons pas pu donc, adopter plus que ces quelques approches. Et donc ça, là aussi, on peut annoncer ça pour des recherches futures. Alors, ce qu'il faut éviter dans la présentation donc, des résultats ou dans la discussion des résultats, alors, il y a des éléments qui parfois échappent à l'interprétation, à l'explication. Il ne faut pas occulter ces résultats-là, il ne faut pas les omettre, il ne faut pas faire comme si ces résultats n'ont pas été obtenus. Au contraire, il faut les révéler à votre lecteur, les rappeler à votre lecteur et s'interroger sur pourquoi nous n'avons pas pu interpréter ces résultats. Donc, les zones d'ombre, les points problématiques qui posent problème sont aussi à révéler, même si nous n'avons pas de réponse. Parce que, faut pas oublier aussi que la soutenance de thèse ou la communication de la thèse de manière générale, elle vise à partager des résultats, mais elle vise aussi à discuter des résultats. Donc, il y a un prolongement après la thèse. Donc, ça peut être l'occasion, une soutenance de thèse de doctorat aussi, de discuter des résultats obtenus. Donc, on est vraiment dans une discussion. Les différentes interventions des membres du jury, ce sont aussi des discussions de résultats. Et donc, ça peut aussi enrichir cette partie. Et ce n'est pas grave si vous n'avez pas tout fait tout seul. Si le jury est là aussi pour ajouter un complément d'examen, on va dire, à vos données. D'accord? Donc, il faut aussi, parfois, savoir poser vos problèmes au jury pour que le jury aussi vous aide à comprendre certains phénomènes. Parce que nous ne sommes pas là juste pour avoir de bons points, nous sommes là aussi parce qu'il y a un sujet scientifique qui nous préoccupe, parce que nous sommes passionnés par notre objet de recherche, parce que nous sommes passionnés par notre problématique, parce que quand nous essayons de trouver des réponses sur le terrain, ce sont des réponses aussi qui nous préoccupent. Voilà, on est interpellé, exactement, on est interpellé, on est tranquille que lorsqu'on a reçu le maximum d'informations, de réponses autour de notre sujet. D'accord? Alors, il ne faut pas non plus exclure les résultats non significatifs, les résultats négatifs, d'accord? Parce qu'ils peuvent orienter de nouvelles recherches, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut le dire, Dihya l'a dit tout à l'heure, il faut aussi éviter l'extrapolation, la généralisation des résultats. Donc, les résultats obtenus ne valent que pour votre sujet, que votre contexte d'étude, que pour le temps de votre enquête, que pour le public que vous avez sollicité pour mener votre enquête, etc. Donc, se garder et faire très très attention à ne pas extrapoler, à ne pas, ne pas trop extrapoler, moi je dirais ne pas extrapoler du tout, voilà, vos résultats, ne pas les généraliser, et voilà, pour rester aussi humble et modeste, comme elle a dit, mais aussi... Oui, j'imagine. Oui, dans le trop d'interprétation. Voilà, nous, en sciences du langage, on est un peu plus prudent par rapport à ces questions, je l'espère. Voilà, donc, et il faut faire attention, ça aussi, c'est très important, aux certitudes, aux convictions. Karim le dit souvent, il n'y a que des doutes en sciences. Il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de conviction. Donc, la recherche, elle est toujours ouverte. Les données qualitatives sont, par essence, on va dire, sont des données ouvertes, c'est-à-dire ouvertes à d'autres interprétations, à d'autres lectures, à des compréhensions peut-être renouvelées, etc. Donc, c'est très important aussi de s'éloigner de ces carcans, de s'éloigner de ces convictions prisons, disait Nietzsche, d'accord? Et donc, voilà, restez ouverts à l'interprétation des données, et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci, Gisèle. Voilà, comme toujours, voilà, efficace. Présentation très intéressante. J'imagine que vous avez pris beaucoup de notes.